Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission des Détricoteuses avec nos 3 rubriques habituelles. D'abord, Au miroir du passé où nous parlerons des réfugiés et du droit d'asile, Historytelling où nous partirons à Poitiers avec Charles Martel et le coin lecture autour d'une mystérieuse affaire de plancher. La France semble avoir un problème avec l'accueil de ses réfugiés et avec sa tradition du droit d'asile. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Mathilde Larère, que vous connaissez, et avec notre invitée Delphine Diaz, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Reims. Nous allons donc essayer de comprendre un petit peu ce qui se joue autour d'une actualité un peu brûlante, comme en témoigne la une de l'Obs, qui a fait beaucoup parler et qui nous montre le président de la République entouré de barbelés. Est-ce que la France est en train de se fermer à l'accueil des réfugiés? Est-ce qu'elle est en train de rompre avec sa tradition de droit d'asile? On va essayer de détricoter ça un petit peu toutes les trois. D'abord quelques chiffres, des chiffres un petit peu alarmants. On est à peine à 30% du taux d'acceptation des demandes d'asile aujourd'hui. On est en contexte, d'un double contexte législatif, on pourrait dire, avec d'abord une circulaire, celle de la circulaire Collomb, comme on dit, du 12 décembre dernier, et puis une loi qui s'apprête à être discutée au Parlement, qui s'intitule « Loi Asile et Immigration ». Cette circulaire fait beaucoup parler parce qu'elle apparaît comme éminemment répressive, d'abord en donnant la possibilité, c'est ce qu'on appelle à la délation, en donnant la possibilité d'identifier les migrants ou les réfugiés qui n'auraient pas les papiers valables pour rester en France, en donnant la possibilité du coup de les renvoyer chez eux avec beaucoup plus de facilité qu'avant. Et puis cette loi Asile et Immigration qui va être discutée, qui double le temps de rétention et surtout, enfin pas surtout, et aussi, qui opère une sorte de tri entre les bons et les mauvais migrants, un tri sélectif avec des migrants bien accueillis, qui seraient donc les étudiants diplômés, et puis au contraire des migrants dont on ne voudrait pas parce qu'ils seraient considérés comme dangereux, et puis avec des conditions qui sont de plus en plus draconiennes pour pouvoir demander le droit d'asile. Je vous propose qu'on commence d'abord par une mise au point un peu terminologique sur les termes. Et en particulier parce que, vous l'avez constaté, on oscille assez fréquemment entre le terme de migrant et le terme de réfugié. Il y a 2 ans, la chaîne Al Jazeera a même annoncé qu'elle ne parlerait plus jamais de migrants, parce que le migrant, c'est celui qui n'est pas identifié comme ayant besoin d'accueil. C'est un terme beaucoup trop vague, beaucoup trop générique. Et parler de réfugiés met davantage l'accent sur les situations dramatiques de ceux qui demandent à être accueillis par la France. Peut-être, Delphine, on pourrait commencer par une petite mise au point historique sur cette question de terminologie. Est-ce que ça s'est toujours posé? Est-ce que c'est nouveau? Oui, le vocabulaire de la migration était déjà sensible au XIXe siècle, donc l'époque sur laquelle je travaille le plus. En effet, on a beaucoup de termes pour désigner les gens qui se déplacent de manière contrainte, qui sont contraints de s'expatrier. On a bien sûr le mot « exilé », qui renvoie aussi à la façon dont les étrangers qui vivent cet exil s'auto-représentent. Un mot qui est aussi beaucoup présent dans la littérature, dans les poésies, dans les chansons de l'époque. Et on a aussi à côté ce mot qu'on connaît mieux, nous, le mot de réfugié, qui est beaucoup employé aussi, qui a une dimension plutôt administrative, qui renvoie à la façon dont on traite l'étranger accueilli pour des motifs politiques, et qui va se charger d'une dimension juridique de plus en plus marquée, affirmée au cours du XXe siècle, aussi bien avec l'action de la Société des Nations dans les années 1920, que bien sûr dans la seconde moitié du XXe siècle, après l'adoption de la Convention de Genève dont on reparlera. On reparlera, oui. Alors nous, on précise tout de suite qu'on ne va pas faire le choix de parler plutôt des réfugiés que des migrants, sous prétexte qu'on négligerait les uns par rapport aux autres. On focalise cette émission sur la question des réfugiés au regard de l'actualité aussi, donc au regard de la loi circulaire et de la loi Asile et Immigration. Je vous propose de partir d'une première question qui est qui sont-ils? Voilà, qui sont ces réfugiés et qui sont-ils dans l'histoire? À partir de quand est-ce que des personnes ont demandé à être accueillies sur le territoire français? Peut-être Mathilde? Oui, alors il y en a de toute façon dès l'époque moderne, mais le premier moment où il y a vraiment des exilés et des réfugiés politiques
dramatique, c'est la Révolution française, ce qui s'explique parce que, comme vous le savez, la Révolution, elle n'a pas lieu qu'en France, mais en fait, il y a des révolutions dans la plupart des pays autour de la France. C'est pour ça qu'on a parlé pendant un moment de révolution atlantique. Et en fait, dans ces révolutions en chaîne, qui souvent échouent, eh bien, les révolutionnaires de ces révolutions qui ont échoué vont se réfugier à Paris où la révolution continue. Donc on voit arriver à Paris des Bataves, donc des Hollandais, des Belges qui fuient la révolution brabançonne qui a été écrasée, des Italiens, des Suisses, soulèvement à Neuchâtel et à Genève, des Allemands, des Anglais, des Irlandais, qui se retrouvent donc à Paris, attirés par la Révolution française et qui s'y regroupent, s'organisent pour essayer de reporter la Révolution ensuite dans leurs espaces. Voilà, et c'est le 19e siècle quand même le moment où... oui, c'est un moment important parce qu'on a aussi cette même diversité d'origine nationale, géographique, avec d'abord au 19e siècle, au début du siècle, une représentation assez forte de l'Europe méridionale, des Grecs, des Italiens, des Espagnols, et puis une diversification des origines qui va s'effectuer surtout sous la monarchie de Juillet et qui a été vraiment ressentie par les monarchie de Juillet, les 19e, vous nous situez un petit peu chronologiquement 1830, 1848. Je suis grand remplacée par les 19e, donc j'en profite. Oui, donc sous cette monarchie de Juillet, on a cette diversification qui s'opère, avec notamment aussi des gens qui viennent de plus en plus loin, notamment de la Pologne démembrée, avec cette grande émigration polonaise qui commence... On voit quelques petites images. Voilà, une image qui représente l'accueil des Polonais en France, qui date de 1834. Et tout au long des années 30, effectivement, ce flux migratoire assez important se dirige en priorité vers la France. 20e siècle ? Alors, 20e siècle, eh ben, ça continue, surtout à partir de l'entre-deux-guerres, dans un contexte très troublé politiquement. D'abord, arrivée des Arméniens qui fuient le génocide arménien qui s'effectue en Turquie, 60 000 Arméniens qui arrivent dans des conditions difficiles. Ils arrivent par bateau, ils étaient restés un moment dans le Levant, puis après le traité de Lausanne, comprenant qu'ils n'auront pas de patrie, ils partent et la France est leur deuxième destination. On a aussi des Russes blancs. Alors là, ce n'est pas du tout le même bord politique, puisque c'est plutôt, on est plus dans des familles de droite. Chassés par les bolcheviks. Chassés par les bolcheviks. Ils arrivent autour de 70 000. Composition sociologique très variée, à la fois des intellectuels, des grands propriétaires et des paysans. Donc on a un groupe assez disparate sociologiquement. On a ensuite, avec l'installation du fascisme en Europe, d'abord en Italie, les Fioriciti, les antifascistes italiens, qui suivent d'ailleurs les routes de la migration économique, ce qui montre que de toute façon, migration politique et migration économique sont très proches. Oui, on va y revenir. Voilà, c'est vraiment des catégories construites, poreuses. Donc viennent ces antifascistes italiens, suivis après par les anti-nazis, les Allemands anti-nazis et les Juifs qui fuient logiquement les répressions nazies, avec après les Autrichiens qui arriveront à la suite de l'Anschluss. Et à partir de 1939, la grosse migration très importante des réfugiés espagnols. Il y a entre 400 et 500 000 Espagnols qui fuient à la chute, à l'échec de la tentative républicaine, qui fuient les répressions franquistes, qui passent la frontière en très peu de jours, entre janvier et début février 1938, et qui arrivent en France de façon très importante, comme on le voit donc sur cette image, très belle photo de Capa, qui montre, et donc cette une aussi du Populaire qu'on voit aussi, et avec ça a vraiment été une masse, faut imaginer, c'est 100 000 personnes qui passent en quelques jours et 500 000 en une semaine, donc c'est vraiment considérable. Et on verra d'ailleurs dans quelles conditions ils sont accueillis et logés. Et puis ça ne s'arrête pas, milieu du XXe siècle, ça continue. D'abord une grosse arrivée de gens qui quittent les régimes communistes après notamment les soulèvements en Hongrie par exemple, beaucoup de Hongrois qui arrivent, mais aussi des Yougoslaves. Et puis on continue ensuite avec, dans les années 70, les Chiliens, les boat people, là aussi on voit des images, les boat people qui sont particulièrement bien accueillis aussi, on essaiera de comprendre pourquoi. Donc finalement des arrivées de réfugiés qui ne cessent pas, qui sont de plus en plus nombreuses. Encore aujourd'hui, la guerre du Kosovo aussi nous a donné un certain nombre, énormément de réfugiés. Ce sont les Albanais qui sont aujourd'hui en tête de l'arrivée en France. Et puis, bien entendu, on ne peut que penser à la situation assez dramatique,
totalement dramatique dont on reparlera, des Syriens qui arrivent aujourd'hui, ou en tout cas qui tentent d'arriver sur le territoire français. Alors, deuxième idée, après l'identification de qui sont ces gens, comment est-ce qu'ils nous arrivent, hein? Plusieurs voies de passage, peut-être Mathilde, celle dont on parle le plus en ce moment. Oui, la voie terrestre, donc par les Alpes, et au pied des Alpes par la fameuse vallée de la Roya, dont on a beaucoup parlé, du fait notamment de l'action de Cédric Héroux qui aide ces réfugiés qui arrivent. Alors, la vallée de la Roya, il faut savoir que c'est une vallée très particulière parce que pendant très longtemps, elle était italienne. Donc, voilà la carte là. Voilà la carte, la zone de passage. Et en fait, cette vallée, jusqu'à 1947, elle est italienne. Et ensuite, elle va se fixer telle qu'elle. Donc, c'est une vallée qui a toujours été traversée par des migrations économiques, hein, parfois aussi des migrations politiques, hein, mais qui a donc créé des traditions de circulation importantes. Elle a donc été la vallée de passage des migrants économiques dans les années 20, mais au début, on les laissait passer, on les laissait partir d'Italie et ils étaient accueillis en France. Et puis, Mussolini bloque en fait. Parce que, d'abord, les antifascistes empruntent la même voie et parce qu'il ne veut pas non plus laisser partir les migrants du travail. Donc, c'est une vallée qui a vu passer beaucoup d'Italiens pendant toute cette période. Ensuite, c'est une vallée aussi qui est devenue, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le lieu de refuge des Juifs. Parce que cet espace était zone italienne. Et finalement, dans la France occupée, enfin, avec toutes ces zones, la zone italienne était celle où les Juifs étaient le plus protégés. Et donc, c'est un endroit où beaucoup de Juifs sont réfugiés, notamment près de la vallée de la Roya, à Saint-Martin-de-Vésubie. Quand la zone est passée à la France, eh bien, ils ont dû repartir et à nouveau, elle a été traversée. Et maintenant, c'est une vallée qui est éminemment traversée par les réfugiés qui viennent du sud de l'Afrique ou de la Syrie. Delphine, je crois que ce passage par la montagne, c'est pas quelque chose de totalement nouveau? Non, pas quelque chose de totalement nouveau et qu'on observe aussi dans le cas d'une autre frontière montagneuse, les Pyrénées, où là, effectivement, on a des passages d'exilés politiques espagnols, notamment au XIXe siècle, qui sont extrêmement nombreux, et de gens qui viennent pour des motifs aussi extrêmement différents. C'est-à-dire que parmi ces exilés espagnols qui vont sans cesse franchir la frontière franco-espagnole au XIXe siècle, on a à la fois des libéraux, donc qui défendent les libertés publiques, on a des républicains, mais on a aussi des contre-révolutionnaires et qui vont être accueillis bon gré mal gré par la monarchie de Juillet, puis par la Troisième République après 1870. Donc il y a une grande diversité de motifs idéologiques et une grande diversité sociologique aussi hein, de ces gens qui passent. Ce sont les fameux carlistes? Voilà, les carlistes, qui sont ces contre-révolutionnaires, hein, qui viennent à plusieurs reprises en France et qui, pour le coup, se font aider par toute une société frontalière faite d'éleveurs, de passeurs, de contrebandiers qui aident au passage de la frontière. Et une frontière qui est d'autant plus poreuse au XIXe siècle qu'elle est en fait très tardivement bornée. C'est-à-dire que physiquement, on n'a pas les bornes, elles apparaissent vraiment, elles sont implantées dans les années 1850, 1860. Donc c'est très très tardif. Et des deux côtés de la frontière, on a des sociétés qui ont l'habitude de vivre ensemble en réalité. Hein. Et cette frontière, donc, qui va être réactivée bien sûr au XXe siècle, à la fois pour, par exemple, l'immigration portugaise. Hein, on va avoir un grand dépôt de travailleurs portugais qui va être ouvert à Hendaye en 1919 hein, et qui est, de ce point de vue, étudié par Victor Pereira, qui montre aussi comment, tout au long du XXe siècle, c'est un lieu d'accueil et de tri de migrants portugais qui viennent essentiellement pour des motifs économiques, mais pas seulement. Et pas seulement, voilà. Ouais. Et on a souvent cette image aussi hein, des migrants portugais qui viennent travailler, alors qu'en réalité, il y a une dimension politique qui est très très forte aussi. Alors, ce passage par la montagne, il est encore utilisé aujourd'hui, donc on l'a vu dans des conditions parfois dramatiques, hein, puisqu'on a des réfugiés qui ne sont pas du tout équipés, on a même des spécialistes en montagne qui disent que même eux ne le feraient pas, hein, donc évidemment on imagine aussi qu'il y a un certain nombre de disparus dont on ne connaît pas encore totalement le chiffrage, mais la voie qui est la plus meurtrière et dont on a des chiffrages qui sont absolument alarmants, c'est pour l'instant la voie maritime,
en particulier la Méditerranée, dont on dit qu'elle est devenue un véritable tombeau pour les migrants. L'estimation basse de cette dernière année, c'est 3000 morts. On voit là les images, mais évidemment on les a tous vues défiler, ces images absolument dramatiques, des bateaux de fortune, de ces réfugiés qui meurent plus largement sur les côtes libyennes, avec tout le trafic qu'on connaît, qui meurent de noyades, qui meurent d'asphyxie. Là encore, je crois que la traversée maritime, c'est pas non plus une nouveauté du XXIe siècle. Oui, non, c'est pas neuf, même si les ordres de grandeur n'ont rien à voir. Au XIXe siècle, on a aussi beaucoup de cas de bateaux chargés de proscrits, de réfugiés dont personne ne veut, et qui se présentent dans des ports et qui se voient refuser l'accès au territoire des pays d'accueil. C'est par exemple le cas au cours de l'année 1849. On est juste après la répression du printemps des peuples et des différentes révolutions qui ont eu lieu à ce moment-là en Europe. Et à ce moment-là, on peut observer à travers différents fonds d'archives, effectivement, des cas de bateaux rejetés des ports, en particulier un bateau rejeté du port de Marseille et qui est chargé de réfugiés polonais, qu'on envoie finalement en Algérie pour s'en débarrasser, pour aussi participer à la colonisation. Et par ailleurs, même année aussi, on a aussi le cas de tous les révolutionnaires qui ont participé à l'expérience de la République romaine en 1849, et après la répression, qui a été aidée par la France, faut bien le dire, ces Italiens, parce qu'il n'y avait pas que des Romains en fait, vont être amenés là aussi à s'embarquer, et puis à essayer de trouver des ports. Alors on a des récits sur effectivement ce problème de la traversée, où aller. Certains s'arrêtent sur l'île de Malte, mais il y a en même temps une épidémie de choléra, donc ils ont une quarantaine terrible. Enfin, voilà, on a aussi des conditions parfois dramatiques, et sans parler ici, bien sûr, de la migration transatlantique, puisque pour beaucoup de réfugiés à l'époque, l'un des derniers endroits où on pouvait aller quand on était persécuté partout, c'était les États-Unis. Les réfugiés arrivent sur le territoire, en l'occurrence le territoire français, puisqu'on parle là de la tradition d'accueil de la France, et il faut définir juridiquement les conditions d'accueil, leur statut. Donc, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu peut-être du droit? À partir de quand est-ce qu'on a pu parler de cette formule droit d'asile? Alors, sous la Révolution française, la Constitution de l'an 1 est accueillante et elle dit dans son article 120 « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. » Il le refuse aux tyrans. Cela dit, ça ne se traduit en rien après, c'est-à-dire que c'est juste une déclaration de principe, même si de fait l'accueil a d'abord été positif. On a donné le droit de vote aux étrangers qui justement étaient des réfugiés politiques. Thomas Paine a même pu se faire élire à la Convention. Mais Thomas Paine, c'est un Anglais, c'est celui qui est d'abord parti aux États-Unis, qui a écrit Le Sens commun, qui est un des textes qui a développé la Révolution américaine et qui ensuite revient en Angleterre puis en France. Donc c'est un de ces révolutionnaires qui circule. Et il observe et il nous a laissé des textes d'observation, de regard anglais sur la Révolution. Mais bon, donc c'est Thomas Paine, anglais mais citoyen français. C'est un moment où on peut avoir le droit de vote quand on est étranger. Mais bon, après il n'y a pas d'autres. Et puis dans le contexte de la guerre, on va être de moins en moins accueillant à l'égard des étrangers en général et des réfugiés politiques en particulier. Donc un effet d'annonce, une philosophie, mais une traduction, une référence. Voilà, un texte de référence. Voilà, tout à fait. C'est un texte de référence. Et c'est quand même la première fois qu'un pays proclame dans sa constitution, même si elle n'a pas été appliquée effectivement, qu'il accueille les gens bannis pour leur engagement pour la liberté. Donc on refuse l'asile aux tyrans. C'est le côté la révolution, c'est la nation universelle. Donc tous ceux qui acceptent la liberté finalement sont accueillis en France parce qu'ils sont français, parce que c'est comme ça que la France se pense, pas comme un territoire, mais comme la liberté en fait. Alors donc, au XIXe siècle, c'est plus dans les constitutions, enfin dans les chartes pour le premier XIXe siècle, mais c'est effectivement par la loi qu'on va construire aussi davantage la catégorie du réfugié. Puisqu'en fait, les premières lois qui emploient le mot réfugié, donc elles sont adoptées sous la monarchie de Juillet, donc en 1832 et en 1834, et ce sont vraiment les premières lois où, dans l'intitulé même, on a le mot réfugié. Alors, après, si on regarde le contenu des lois, on peut être un peu déçu parce qu'elles n'expliquent pas vraiment qui va être défini comme réfugié. Et en fait, ça revient véritablement aux autorités préfectorales qui sont ensuite chargées, au cas par cas, dans les villes qui accueillent des dépôts de réfugiés, de dire un tel peut être considéré comme réfugié et avoir le bulletin individuel de réfugié et les secours financiers qui s'accompagnent de qui suivent l'obtention de ce titre. Et puis un tel, en fait, n'est pas un vrai réfugié. Et déjà à cette époque, on a toute la construction d'une rhétorique sur la sélection du bon réfugié, celui qui est vraiment
venus pour des motifs authentiquement politiques, et le mauvais, voilà, celui qui nous trompe, qui abuse de l'hospitalité, formule extrêmement récurrente à l'époque, et qu'il faut absolument expurger. Et qui revient aujourd'hui. Voilà, qui revient aujourd'hui, tout à fait. Voilà, qui est à l'origine aussi du fameux tri dont on parlait dans cette circulaire Collomb ou dans la loi. On va voir là la caricature une caricature Daumier, de Daumier qui s'intitule « Le réfugié politique », qui date de 1841, et qui montre aussi que le réfugié n'est plus seulement une catégorie administrative, mais aussi finalement, ça fait partie en fait d'un personnel d'étrangers accueillis en France, bien identifié par les Français. Là, c'est un réfugié qui se présente à la porte d'un appartement parisien avec une tête un peu hagarde. Voilà. Alors le moment clé aussi, c'est après la Première Guerre mondiale, pour la définition juridique du réfugié. Deux moments importants. D'abord, après la Première Guerre mondiale, c'est le moment de l'éclatement des empires. Donc c'est la multiplicité des États-nations avec des catégories juridiques qui du coup sont floues, des nationalités, des citoyennetés qui sont un petit peu floues. Et puis c'est l'afflux dont tu parlais tout à l'heure des Russes blancs et des Arméniens, et la SDN, qui est donc la Société des Nations, qui est l'organisation internationale qui se crée à la fin de la Première Guerre mondiale, va charger un haut commissaire aux réfugiés, qui s'appelait Nansen, de mettre en place ce qu'on a appelé le passeport Nansen, c'est-à-dire la possibilité, à titre collectif, c'est presque un statut collectif, de pouvoir demander le droit d'asile sur un territoire. Et la deuxième phase, c'est la fameuse Convention de Genève, donc 1951, après la Seconde Guerre mondiale cette fois, une Convention de Genève qui, dans sa philosophie et dans son principe, change énormément, puisque cette fois, c'est à titre individuel que le réfugié va pouvoir réclamer d'être accueilli. Donc on a quelque chose qui est assez intéressant là à travailler, qui est vraiment ce basculement d'un statut collectif à un statut individuel. Et cette espèce de tâtonnement juridique autour de la définition de la catégorie de réfugiés donne une forme un petit peu toi tu disais dans des travaux de millefeuille. Oui, de millefeuille, puisque aujourd'hui, par exemple, on a effectivement l'application d'un droit constitutionnel, d'un droit législatif. On a un droit européen qui s'applique aussi, un droit international. Bref, il y a effectivement plusieurs strates à prendre en compte pour comprendre le statut des réfugiés aujourd'hui. Ouais. Et qui explique aussi le brouillage et qui explique peut-être aussi que les gouvernements peuvent jouer un petit peu de ce brouillage pour dire on a besoin d'une loi, de clarification, et raison pour laquelle il faut rester quand même particulièrement vigilant. Alors l'État intervient en effet, et l'État intervient pour identifier. Et il y a un moment dans l'histoire qui est particulièrement, déterminant, qui est celui que les chercheurs appellent l'encartement, c'est-à-dire ce moment où ce sont des papiers qui vont identifier les individus. On peut peut-être commencer par la question du passeport. La question du passeport, oui, puisque c'est vraiment un des premiers papiers de l'époque contemporaine pour identifier les individus et en particulier les étrangers. Alors il y avait déjà des passeports sous l'Ancien Régime, c'est pas du tout une nouveauté. En revanche, au début de la Révolution française, d'abord on abolit les passeports, puis on les rétablit en 1792, dans le contexte qu'évoquait tout à l'heure Mathilde, à savoir le contexte de la guerre, de l'émigration. Cette fois-ci, c'est pas l'exil, mais l'émigration, c'est-à-dire le départ de Français de contre-révolutionnaires vers l'étranger, et qu'on essaye aussi un petit peu d'endiguer. Et donc, on rétablit le passeport en 1792, et en fait, c'est sous le Premier Empire, surtout, qui va être homogénéisé par l'État, avec l'utilisation d'un papier spécial, de filigrane, aussi l'utilisation d'une souche pour garder une trace de l'attribution du passeport aux Français et aux étrangers, en l'occurrence. Et donc l'idée, c'est aussi en homogénéisant, c'est aussi d'éviter les falsifications d'identité qui étaient en réalité extrêmement fréquentes. Qui étaient monnaie courante. Et en effet, vous allez voir peut-être donc le passeport de réfugié accordé sous la monarchie de Juillet donc à un Italien, qui a un passeport tiré des archives départementales de la Vienne, qui date de 1833, où on voit donc un document donné à un réfugié italien natif de Naples, et qui est étudiant en droit, puisqu'il y a eu beaucoup de réfugiés qui ont repris leurs études en France à cette époque-là. Alors ce passeport, il contient quand même donc, des éléments, bien sûr, sur le nom, le prénom, le lieu de naissance, etc.
On a aussi un signalement, donc c'est-à-dire des éléments qui nous permettent d'en savoir plus, de décrire le physique de l'individu en question. Mais en réalité, c'est souvent assez stéréotypé. Donc on n'arrive pas, grâce à ces éléments, à retrouver quelqu'un. Et on a des traces multiples dans les archives policières de l'époque, de préfets qui sont complètement désemparés. Comment je vais réussir à retrouver cet individu ou ces individus quand il s'agit de groupes? Donc il faut vraiment attendre en fait la fin du XIXe siècle, avec l'introduction plus généralisée de la photographie, avec aussi le recours à l'anthropométrie, le bertillonnage, donc initié par Bertillon, pour qu'il soit désormais plus facile, avec tous ces éléments, aux autorités d'essayer de retrouver des individus. Et en effet, c'est tout l'objet de la carte d'identité au XXe siècle. Avec des documents qui sont un peu paradoxaux, parce qu'à la fois, on est sans arrêt dans le basculement entre le souci de protection, c'est-à-dire le papier d'identité, c'est aussi ce qui fait qu'on existe juridiquement, et en même temps le souci de contrôle. Et on voit bien qu'on alterne entre les deux. Et d'ailleurs, la carte d'identité qui va naître pendant la Première Guerre mondiale en avril 1917, c'est une carte pour les étrangers. Et c'est une carte qui est destinée à identifier, cibler, quantifier les étrangers qui sont présents sur le territoire français. Carte qui d'ailleurs ne s'étendra à l'ensemble des Français, donc cette fois pas que les étrangers mais l'ensemble des Français, que sous Vichy. Avec une période, me semble-t-il, extrêmement dure de contrôle, qui est celle de l'entre-deux-guerres, et notamment les années 30, et notamment les décrets-lois d'Aladier en 1938, qui là sont vraiment un moment où on part quasiment à la chasse aux étrangers, ce qui fait dire à Gérard Noiriel, par exemple, qu'il y avait quand même quelques petites racines républicaines dans ce qui allait survenir après. Alors c'était des cartes où il y avait plusieurs types. Là, on va voir par exemple une carte verte. Il y avait un code couleur en fait, selon le fait que les étrangers étaient travailleurs ou non travailleurs. Ici c'est une femme qui est donc la carte verte, c'est la carte des non travailleurs. Voilà, donc on voit bien qu'on a aussi toute une période où non seulement le droit identifie la possibilité de se dire ou de réclamer le droit d'être accueilli ou pas, mais les papiers aussi donnent une certaine forme de dignité ou d'indignité d'ailleurs, selon les périodes, à l'accueil des étrangers. En dehors de ces questions de droit et de papier, il y a quand même une certaine souplesse que l'on retrouve encore aujourd'hui, qui est donnée aux autorités locales pour ces questions d'accueil de réfugiés. Est-ce qu'on peut faire remonter ça aussi ? Oui, en effet, parce que même dans un pays aussi centralisé que la France, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a souvent des modulations locales de ces législations, et c'est vraiment un des apports aussi de l'historiographie sur les migrations aujourd'hui, que d'insister sur le fait qu'il ne faut pas seulement s'intéresser aux lois qui sont édictées sur les étrangers et les réfugiés, mais voir aussi comment elles sont appliquées en pratique. C'est vraiment la question des pratiques administratives à une échelle assez fine. Et en effet, ce qu'on voit, c'est que ça peut finalement aller dans les deux sens, ces formes de modulation du droit. On peut avoir des formes de durcissement de la loi nationale qui sont adoptées. C'est le cas, par exemple, dans certaines métropoles, en particulier à Paris, puisque Paris a vraiment un statut très particulier au XIXe siècle, puisqu'on essaye à tout prix d'éviter que les gens ne se massent dans la capitale, qui est un lieu aussi de politisation très intense. Donc on redoute beaucoup que les étrangers qui y séjournent puissent potentiellement ensuite participer à des émeutes, à des insurrections, en particulier républicaines, donc pour la période qui m'intéresse. Mais en effet, on a des modulations. Par exemple, en 1851, on va obliger les étrangers qui souhaitent séjourner à Paris de manière durable à se doter d'un permis de séjour. Et donc, proprement parisien. Voilà, proprement parisien. Et on voit donc l'image, la lithographie qui représente les étrangers vivant à Paris qui souhaitent y résider et qui doivent faire une longue attente devant les bureaux de la préfecture. Et on a là une image... une image qui devient aussi une sorte de stéréotype dans la façon dont on représente tellement actuelle, quoi. Une expérience vécue, bien sûr, des étrangers et des réfugiés. Et puis aujourd'hui, un autre exemple quand même. Alors cette fois un exemple positif, parce que de fait, la latitude permet de faire de très belles choses. C'est l'exemple de Grande-Synthe et de son maire Damien Carême. Donc Grande-Synthe, c'est une petite ville qui a connu l'industrialisation puis la désindustrialisation, qui est sur la route de l'autoroute jusqu'à Calais, et qui a été un lieu où les migrants attendaient avant de pouvoir partir en Angleterre. En 2008, Damien Carême constate qu'il y a de plus en plus de femmes et d'enfants dans un contexte où l'hiver est très très froid, moins 15 degrés, et donc il commence à créer une première tente chauffée.
immédiatement, le préfet d'abord lui dit « mais tu es fou, ça va faire un appel d'air hein, », et ensuite se dégage de toute responsabilité. Mais Damien Carême va continuer face à le fait qu'il y ait de plus en plus de migrants, surtout à partir de 2015 où la fermeture du tunnel sous la Manche, barbelé, etc., fait que, alors qu'avant il n'y avait quelques dizaines de personnes, maximum 200, d'un seul coup, la masse de personnes est de plus en plus nombreuse. Et donc Damien Carême va choisir, décider, aidé par une association, Médecins du Monde, il n'est pas capable, il y a besoin de cette aide associative, de créer donc un camp en dur, des baraques en bois que l'on voit là donc sur cette photo, hein, avec ces tags qui montrent que l'accueil est plutôt positif, hein, et créer donc un camp qu'il ne veut pas comme une prison, donc il n'y a pas de contrôle à l'entrée, on entre en sorte, qu'il veut très ouvert sur la ville de Grande-Sainte. Les enfants sont scolarisés dans les écoles de Grande-Sainte, des gens viennent faire des rencontres culturelles à l'intérieur, et ce camp qui a fonctionné à un moment, il a été malheureusement détruit par un incendie l'année dernière et il a été démantelé. Je renvoie à un magnifique livre de Sophie de Gigot qui s'appelle « Les migrants de Calais » qui est paru chez Agone l'année dernière et qui fait une sorte d'ethnographie de ces camps qui est très très beau et qui nous ramène donc au point suivant, c'est-à-dire l'accueil. L'accueil des migrants, l'accueil de ces réfugiés, dans quelles conditions est-ce qu'ils arrivent, dans quelles conditions est-ce qu'ils s'installent au XIXe siècle d'abord. Au XIXe siècle, oui, ces lieux d'accueil sont essentiels pour comprendre la façon dont on traite les gens qui arrivent en France pour des motifs politiques. Alors, il y a par exemple le lieu, là aussi, très fréquenté par les étrangers, qui est l'hôtel Garni. Les hôtels garnis sont extrêmement loués de manière temporaire par des migrants étrangers, mais également par des Français, parce qu'il y a des migrants français qui y habitaient aussi en grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est que ces hôtels garnis, alors aussi bien à Paris que dans d'autres villes, on peut les étudier aussi par exemple à Marseille, à Bordeaux, etc. Eh bien, ces hébergements loués de manière temporaire accueillaient donc des étrangers et était aussi finalement un lieu de contrôle des identités, puisqu'on utilisait également les tenanciers d'hôtels garnis pour contrôler les identités des voyageurs. Et, un peu comme là, quoi. Voilà, pour vérifier les motifs de leur voyage, de leur migration parfois. Et on retrouve effectivement des choses qu'on a évoquées, que Laurence a évoquées tout à l'heure, sur le fait que cette circulaire Collomb du 12 décembre dont on a tant parlé, eh bien, voilà, le but c'est d'utiliser aussi les agents des centres d'hébergement temporaires pour identifier les étrangers qui pourraient s'y présenter en situation irrégulière. Ce qui va à l'encontre d'ailleurs de la tradition d'accueil, qui est qu'on ne demande pas en fait qui on est pour pouvoir accueillir. Dans ces centres d'hébergement, oui, voilà, sûr, c'est une tradition absolument fondamentale. Donc on parle des hôtels garnis, mais on peut aussi parler des dépôts de réfugiés, qui sont aussi des lieux importants pour comprendre l'accueil des réfugiés à l'époque. Alors ces dépôts, ce sont en fait des lieux vers lesquels on assigne à résidence les réfugiés politiques qui disposent des subsides du gouvernement, donc qui ont une allocation du gouvernement. Et donc il y a des dépôts qui sont organisés dans différentes villes françaises, là aussi avec l'idée qu'il faut les éloigner de Paris, qu'il faut les éloigner des frontières. Donc on va avoir par exemple un important dépôt de réfugiés italiens à Mâcon, ou encore des dépôts de réfugiés polonais à Avignon, à Besançon, donc avec une grande dispersion sur le territoire national, qui n'est pas là non plus sans écho avec la politique de répartition des migrants qu'on a eue en 2016, avec une volonté là aussi de les disperser, de les disséminer, pour éviter tout un ensemble de risques politiques, sanitaires, économiques, etc. Donc là, on retrouve aussi des choses. Mais alors, juste pour là aussi bien présenter la réalité du dépôt de réfugiés, c'était pas un camp, c'est-à-dire qu'on n'était pas non plus incarcéré. On devait s'y soumettre à des appels réguliers qui permettaient ensuite de toucher les subsides, donc les allocations du ministère de l'Intérieur. Donc il fallait quand même être présent, et cette présence était bien vérifiée. Mais en revanche, c'est vrai qu'il n'y avait pas, voilà, c'était un espace de contention, mais pas un espace de détention comme peuvent l'être aujourd'hui les centres de rétention. Et l'encampement. Ou comme l'étaient les camps des réfugiés espagnols. Bien sûr. Quand les réfugiés espagnols sont arrivés, donc en nombre très, très important, on les a un peu disséminés, mais en fait il y avait une grande peur
qui était le réfugié espagnol républicain, donc l'homme au couteau entre des dents, l'anarchiste, etc. Et d'abord, on a séparé les hommes et les femmes, et les hommes, quand on avait craigné qu'ils ne soient républicains, on les a mis dans des camps qui étaient de véritables camps disciplinaires. On le voit sur ce film, derrière des barbelés, et dans des conditions sanitaires dramatiques, sans nourriture, sans couverture. Un certain nombre sont morts. Donc voilà, donc l'accueil des réfugiés espagnols est vraiment désastreux. Enfin, on n'est pas du tout dans des conditions d'accueil et de terre d'asile, ce qui a d'ailleurs suscité beaucoup de critiques à l'époque. Autre exemple aussi, un exemple un peu, comment dire, à la frontière, en tout cas en termes juridiques, c'est l'exemple des harkis. Donc les harkis, ce sont les personnes qui se sont engagées soit dans, soit auprès de l'armée française pendant la guerre d'Algérie et qui donc sont sommées de quitter l'Algérie au moment de l'indépendance. Ils sont qualifiés dès 1962 par De Gaulle lui-même de réfugiés. Ils sont également administrativement, on ne sait pas trop comment les nommer, alors on parle de réfugiés musulmans, on parle de réfugiés harkis, mais aussi des musulmans harkis, etc. Ils dépendent d'un ministère qui est un ministère de reclassement des populations, soit d'Indochine, soit françaises d'Indochine et françaises d'Afrique du Nord. Donc ils sont dans cette espèce d'entre-deux absolument compliqué pour eux. Ils sont évidemment accueillis aussi comme des migrants musulmans. C'est-à-dire que c'est pas... Déjà, les Pieds Noirs, c'était pas génial l'accueil, mais là, c'est vraiment le côté voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de ces migrants qui nous arrivent. Et donc, ils sont mis dans les camps. Pas tous, mais le camp le plus célèbre, c'est le camp dans les Pyrénées-Orientales de Rivesaltes, où là aussi, exactement ce que tu décris, des conditions qui, malgré les actualités de l'époque, qui montraient ça comme une sorte de colonie de vacances, des conditions qui sont particulièrement difficiles. Et on va écouter là un petit témoignage d'un harki qui revient en fait sur le lieu du camp dans lequel il était quand il était petit. Fils de harki, Abdelkader Gouta est arrivé d'Algérie en 1962. Il avait 1 an à peine, mais ses souvenirs d'enfance sont marqués par la dureté des conditions de vie dans le camp de Rivesaltes. Je vous dis, on a manqué de tout. Moi, j'ai vu les rats, les poux, les cafards, un manque de tout, de faim, d'hygiène, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien. Voilà. Entre 1962 et 1964, près de 22 000 harkis et leurs familles ont vécu dans des tentes, puis dans ces baraquements construits à la hâte. Les autorités françaises parlaient d'un camp de transit, mais pour beaucoup, le temporaire s'est éternisé. Ces camps n'étaient pas non plus totalement à l'écart de la société, et il y avait donc des réactions de civils par rapport à cette arrivée de réfugiés et par rapport à ces installations de réfugiés. Alors, je reprends mon exemple de Rivesaltes, par exemple. Il y a le journal local qui s'appelait le Journal Catalan, qui était un journal communiste, qui ne cessait de s'indigner en fait contre la présence de ces harkis qu'il qualifiait de racailles, de dangereux, etc. Alors est-ce qu'on pourrait du coup maintenant parler un petit peu de ces 3 dispositions en fait d'accueil par rapport aux ces réfugiés, la peur, la haine, l'indifférence, mais aussi quand même la solidarité. On va peut-être commencer par plutôt les phobies. Par les phobies et par la xénophobie, puisque c'est le terme qu'il faut employer, même si en fait ce mot il apparaît très tardivement dans la langue française. On le voit utilisé surtout à partir de 1903, c'est ce que montre vraiment Laurent Dornel dans ses travaux. En fait, la xénophobie existe avant même qu'on emploie le mot en France. On a la trace d'épisodes de rejet de l'étranger et parfois effectivement de rejet du réfugié. Épisode de rejet du réfugié qu'on voit pour le 19e siècle surtout apparaître précisément dans ces villes de dépôt de réfugiés dont j'ai parlé tout à l'heure. Et où c'est vrai que d'un coup, il y a des populations qui ont l'impression d'un afflux migratoire important de gens qui sont totalement étrangers à leurs coutumes, à leurs usages et qui réagissent extrêmement négativement. C'est le cas par exemple dans le dépôt de réfugiés de Mâcon où on a des traces de bagarres très violentes au sein même du dépôt, donc entre les Italiens qui y habitent, mais aussi entre Français et Italiens, donc avec des rixes qui vont aboutir même au fait qu'on va devoir fermer le dépôt tellement ça se passe mal et disperser de nouveau les réfugiés italiens autrement dans la région. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit ces traces de la xénophobie et ces traces effectivement de phénomènes même de violence à l'encontre des corps et qu'on retrouve dans les archives policières, mais également dans certains fonds privés à l'époque.
Alors, de manière plus diffuse aussi, on n'a pas seulement la violence par le biais des coups et des bagarres, on a aussi le mot qui permet aussi de rejeter l'étranger et le réfugié en particulier au XIXe siècle. On a notamment beaucoup de pétitions qui parlent de la façon dont certains Français s'insurgent du fait que finalement on accorde l'accueil à des étrangers, on leur donne de l'argent, et en revanche, au même moment, il faut bien préciser qu'au XIXe siècle, il n'y a pas de système d'assistance nationale pour les nationaux. Donc il y a déjà l'idée on retrouve toujours ce genre de discours. L'idée que les réfugiés ont parfois un meilleur traitement que les pauvres Français eux-mêmes. Et ça, on l'observe effectivement à travers des pétitions, et surtout à partir des années 1840, qui sont aussi un temps de crise économique important. Et puis, le grand remplacement. En fait, oui, ce type de discours, on le voit apparaître avec ces grandes migrations de l'entre-deux-guerres, et notamment au moment de l'arrivée des Espagnols. On voit une image là qui, en fait, est une image de xénophobie et de peur du grand remplacement, de l'invasion avec l'arrivée des Espagnols. Qui est tiré d'un journal d'extrême droite, quand même. Ah oui, mais de toute façon, les journaux d'extrême droite, c'était, Gringoire, y allait. Je vous lis du Gringoire, c'est un peu dur, mais des fois, ça permet de voir un peu où on en était. Il parlait des Espagnols, la lie de l'anarchie mondiale, toute la pègre de Barcelone, tous les assassins, les bourreaux, tous les Thénardier de l'émeute font irruption sur le sol français. Donc on a tout, la peur sociale, la peur politique. L'armée du crime est en France, s'inquiétait le journal, on dirait Valeurs Actuelles. Qu'est-ce que nous allons faire, voilà. Donc on trouve ça tout à fait dès l'entre-deux-guerres. Voilà, donc des ressorts qui sont toujours là. Qui sont toujours là. La peur du grand remplacement. Donc je rappelle que le grand remplacement, c'est ce fantasme, plutôt cette crainte, cette angoisse absolue que la population française dite de souche soit remplacée par les migrants qui arrivent par hordes. On voit bien que c'est corrélé aussi à la crise économique. Tu disais pour les années 1840, on le retrouve dans les années 1930 et on le retrouve évidemment aujourd'hui. Alors là, on a choisi une affiche parmi effectivement une photo parmi plein de photos qu'on aurait pu trouver dans Valeurs Actuelles qui témoignent des discours actuels du type Renaud Camus sur le grand remplacement que nous serions en train de subir. Alors heureusement, face à ça, il y a quand même aussi des belles traditions de solidarité. Oui, tradition de solidarité, là aussi, qui s'observe au XIXe siècle, avec, au début du siècle, des comités qui vont se mettre en place pour accueillir, encore mieux que ne le fait l'État, les réfugiés. Alors, dans les années 1820, sous la Restauration, on a un accueil très favorable, réservé aux exilés grecs de la guerre d'indépendance, qui ont fui les combats avec les Ottomans. On va avoir ensuite, dans les années 30, les années 1830, là aussi une mobilisation populaire assez importante pour les Polonais de la grande émigration, ces Polonais qui viennent en France à partir de 1831-32. Et on va avoir notamment un comité national qui est chapeauté par Lafayette et qui va être très très important, vraiment un acteur essentiel de la solidarité envers les réfugiés à cette époque-là. C'est vraiment celui qui va s'intéresser à la fois aux Polonais, aux Italiens et aux Espagnols. Et par ailleurs, pour les Polonais, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas seulement ce comité national à Paris, mais c'est qu'on a tout un réseau de comités locaux pour les réfugiés polonais qui se mettent en place, et un réseau de comités qui s'occupent de choses extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, recueillir de l'argent pour compléter justement ces allocations versées par le ministère de l'Intérieur, qu'on juge assez élevées, pour leur permettre de bien vivre. On va aussi leur donner des vêtements. Donc on a par exemple des traces d'une mobilisation des Lyonnaises qui vont confectionner des chemises pour habiller les réfugiés polonais. Et également, là aussi, on peut aussi avoir des actions d'inspection des dépôts de réfugiés faites par des membres de ces sociétés pour vérifier si les réfugiés sont bien traités ou non. Donc là aussi, c'est des choses qu'on va retrouver aujourd'hui dans les associations de mobilisation pour les demandeurs d'asile. Et puis les justes. Ah oui, parce que si je reprends l'exemple de la Roya, de toute façon, en zone montagnarde, il y a une tradition d'aide. On ne laisse pas mourir quelqu'un en montagne. On l'entend très souvent dire, que ce soit actuellement plus haut dans les vallées des Alpes ou à la Roya ou dans les Pyrénées. Bon, ça, c'est une tradition. Par ailleurs, c'est vrai qu'avec les Italiens, il y avait aussi des échanges qui avaient été créés, donc il y avait des interconnaissances, plus une aide, cette fois politique, par les partis de gauche aux Fioriciti, aux antifascistes.
Or, toujours dans cette même zone, on a aidé les Juifs qui ont essayé de fuir quand la zone est redevenue française, donc allemande, et qui ont fui. Et donc, ils étaient qualifiés, et ils le sont toujours, de justes, puisqu'ils ont aidé les Juifs à se protéger de l'avancée des nazis. Et maintenant, eh bien, ce sont les mêmes traditions, les mêmes habitudes de solidarité, sauf que désormais, c'est un délit de solidarité. D'où dans les images, on le voit par exemple dans cette image d'une manifestation, les gens de la Roya qui disent « on est les justes, on reste les justes, il n'y a aucune raison que nos grands-parents qui faisaient la même chose que nous, dans un cas c'était des justes, et nous, on serait des délinquants au regard de cette loi, de la criminalisation. » Une criminalisation qui commence en 1938. Dès 1938, le délit de solidarité existe avec les décrets de Daladier. Et on l'a vu récemment avec la énième rétention de Cédric Héroux. Ouais. Parler de la CIMAD également, donc cette association, c'est pas la seule, mais cette association qui est très très active aujourd'hui auprès des réfugiés. Donc la CIMAD créée en 1939, au moment où les Alsaciens sont évacués d'Alsace. Donc on voit un document, là en fait le principe de la CIMAD, qui sont donc des milieux protestants, qui est une association, une organisation d'abord née dans le milieu protestant, c'est d'aider ces évacués, et ensuite elle interviendra dans les camps, et aujourd'hui encore, elle intervient énormément à Grande-Synthe, dans plein d'endroits qui concentrent de réfugiés. Donc là aussi, effectivement, une tradition de solidarité. On va terminer aussi par cette société civile qui a le droit, qui l'a fait pétitionner pour réclamer quand même l'abolition de ce délit de solidarité, pour s'adresser aux autorités en disant que, après tout, la société a aussi son mot à dire sur ces modalités d'accueil des réfugiés, et parfois ce sont des mots qui sont plutôt des mots bienveillants et positifs. Et depuis longtemps ? Bien sûr, oui, on a effectivement un jugement de la société civile qui est assez important sur cette législation parfois défavorable à l'accueil, en particulier sur les premières lois sur les réfugiés que j'ai évoquées tout à l'heure. On a là aussi des pétitions, des débats parlementaires qui vont lutter contre ces lois qui sont qualifiées à l'époque de liberticides. C'est le mot qui revient de manière récurrente. Liberticides parce qu'elles assignent à résidence les réfugiés qui acceptent ce titre. Et puis par ailleurs, au XXe siècle, c'est un petit peu pareil. On a aussi une abondance de pétitions qui n'hésitent pas à juger les mauvais traitements réservés parfois aux réfugiés, que l'on pense par exemple aux réfugiés allemands, autrichiens, anti-nazis, sur lesquels on a beaucoup de témoignages, là aussi, de lettres et de pétitions de Français. En particulier, je pense au fonds de la Ligue des droits de l'homme, conservé à la BDIC à Nanterre, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, et où on retrouve énormément, effectivement, de pétitions qui se mobilisent pour des cas de réfugiés qui sont expulsés de partout et qui se retrouvent, effectivement, dans cette situation d'indésirable absolu. En 38 aussi. Oui, en 38-39, parce que donc il y a le décret Daladier qui institue un délit de solidarité, et il y a une importante pétition d'intellectuels, journalistes, avocats qui protestent. La pétition s'intitule « Nous ne nous y plierons pas ». Et par exemple, Magdeleine Paz, qui était très engagée dans ce combat, écrit « Je fais partie de ces individus que rien au monde n'empêchera de porter une aide directe ou indirecte aux réfugiés et aux proscrits ». Si c'est être rebelle que d'offrir aux proscrits une place au foyer d'asile, comptez-moi parmi les rebelles. Donc on est vraiment d'abord une lutte au soutien des réfugiés et un refus du délit de solidarité. Bel article dans le Monde diplomatique de janvier ce mois-ci là-dessus. Et puis parmi les rebelles, très récemment, début janvier, le 5-6 janvier, le tribunal permanent des peuples, qui est un tribunal d'opinion qui existe depuis longtemps, depuis la fin des années 70, mais qui s'est consacré cette année justement à la question des migrants et des réfugiés. Un tribunal qui a été organisé par le GISTI, donc le groupe d'information et de soutien aux immigrés, là encore une autre association dont on pourrait parler, et qui cible particulièrement la France pour son inhumanité, pour son délit de solidarité, pour la fermeture de ses frontières et pour la politique absolument délétère, voire criminelle, qu'elle peut parfois mener à l'égard des réfugiés et des migrants en général. On va conclure. Alors on a la tradition dans cette émission de conclure par une petite prise de parole successive sur ce qu'on aimerait dire sur ce sujet-là. Donc on va commencer par toi, peut-être Delphine. Merci. Oui, peut-être conclure sur l'ouverture européenne à laquelle ça peut nous amener toute cette réflexion. On sait qu'aujourd'hui la France est largement dépassée par l'Allemagne en termes effectivement d'accueil, de taux d'accord du statut de réfugié.
comme terre d'asile, dépassée par l'Allemagne comme terre d'asile, et ça peut nous amener quand même à une réflexion sur cette géographie des pays d'asile en Europe qui a beaucoup bougé depuis le 19e siècle, parce que au 19e siècle, les États allemands, puis l'Allemagne, une fois qu'elle est unifiée, c'est plutôt une terre de départ qu'une terre d'accueil, une terre de départ. Et donc on voit ici qu'il y a une modification de la géographie, qu'on observe aussi par exemple pour l'Italie, puisque l'Italie c'est pareil, au 19e siècle c'est un endroit de la péninsule italienne, on part depuis cette péninsule pour aller ailleurs, pour aller vers l'ouest, vers le nord, vers les États-Unis. Et là aussi, récemment, l'Italie s'affirme davantage aussi comme une terre d'asile. Donc il y a des remaniements importants qui s'effectuent dans cette géographie européenne de l'accueil, remaniements qui sont aussi liés, il faut le dire, au règlement de Dublin, qui fait que les demandeurs d'asile aujourd'hui doivent déposer en théorie leur demande dans le premier lieu qu'ils traversent en Union européenne, donc souvent aux portes de l'Union européenne. Et en revanche, il y a aussi quelques invariants, en particulier le rôle de la Grande-Bretagne, qui reste un pays qui dispose quand même d'une aura de terre d'asile qui reste assez prégnant. Et là aussi, au XIXe siècle, c'était le grand pays où on pouvait aller quand on a été expulsé de toutes parts. Comme Marx. Comme Marx, qui passe de la France à la Belgique et finit effectivement en exil en Angleterre. Donc, Alors, pour conclure, un espoir et un souvenir. Alors, l'espoir, c'est quand même quand on regarde tous les témoignages, par exemple, des habitants des villages siciliens qui ont accueilli des réfugiés et qui trouvent qu'au contraire, ça fait énormément de bien à leur village. C'est en Grèce, des gens qui ouvrent un restaurant dans lequel ils servent gratuitement les réfugiés. C'est en France, malgré tout, 82% des Français qui sont favorables à l'accueil. Donc voilà, il y a quand même... ce qui domine, c'est ça aussi. Et un souvenir, il ne faut pas oublier que par exemple les réfugiés espagnols dont j'ai beaucoup parlé, parce que voilà, c'est ce que je prenais en charge et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les réfugiés espagnols, c'est eux qui ont libéré Paris quand même, malgré tout. Le premier régiment qui rentre dans Paris le 24 août 1944, c'est la Nueve, c'est des réfugiés espagnols. Sur les chars, il y a les noms espagnols. Donc ceux-là même que l'on a parqués, enfermés, d'ailleurs on le voit sur la plaque commémorative du camp de Gurs, ont été parqués, ceux qui après ont libéré la France. Faudrait peut-être pas l'oublier non plus, quoi. Je précise que c'est un souvenir historique, mais que tu n'y étais pas. Ah non. Et donc, le dernier mot me revient. Moi, je voudrais te donner un conseil au gouvernement, puisqu'on avait donc un ministre de l'Intérieur qui, d'après les médias, dit qu'il en a marre d'être pris pour un facho. Donc, nous lui avons apporté là aujourd'hui un certain nombre de pistes pour que ça n'arrive plus. En particulier, d'abord, retirer sa circulaire, amender considérablement le projet de loi qui va être déposé bientôt. Et puis, l'envie de réfléchir aussi à ce monde qui, à la fois, ouvre ses frontières à la circulation des capitaux, à la circulation des gens les plus dotés, notamment économiquement, et qui les ferme à ceux qui ont le plus besoin, en fait, de venir chez nous et qui souvent fuient des pays dans lesquels la France intervient aussi pour la situation de guerre. Voilà, donc demander un petit peu aux gens de réfléchir à tout ça. Merci beaucoup Delphine de tes éclairages historiques. On va te demander, une fois n'est pas coutume, de nous faire la petite bibliographie. 3 ouvrages. Alors, c'est moi qui vais commencer par le tien pour que ça ne fasse pas trop autopromotion. Donc, l'ouvrage de Delphine Diaz qui s'appelle « Un asile pour tous les peuples ». Super livre, voilà, qui remet en perspective aussi justement tout ce dont tu viens de nous parler au 19e siècle. Qui a eu le prix Augustin Thierry, félicitations. Et 2 ouvrages plus récents, très récents. Oui, 2 ouvrages très récents. Donc un ouvrage interdisciplinaire, Définir les réfugiés, dirigé par Michel Agier et Anne-Virginie Madera, qui reprend des contributions de la vie des idées et qui les met en perspective et qui donc offre des parallèles, un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui entre la situation très contemporaine et le passé. Et puis un livre collectif dirigé par Aline Angoustiure, Zovinar Kevonian et Claire Mouradian, Réfugiés et apatrides, administrer l'asile en France, 1920-1960. Et c'est un livre collectif très important qui ouvre des pistes sur les archives de l'OFPRA qui ont été récemment ouverts au public et aux chercheurs. Merci beaucoup.